2 ans de la gouvernance de Patrice Talon, bilan dans le secteur éducatif, c'est le thème que ce numéro de Fait Croisé se propose d'aborder avec 2 invités. Vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2018. Cela fait exactement 2 ans que le président Patrice Talon est au pouvoir. Et depuis le début de cette semaine, on a commencé par faire le bilan dans différents secteurs. Aujourd'hui, c'est le tour du secteur de l'éducation, décryptage, regard croisé de 2 invités. Cyriaque Dekelo, bonjour. Vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Bonjour, Tranquillin. Je salue au passage les téléspectateurs de Eden TV et Diaspora FM. En face de vous, docteur Raymond Assogba, vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, bonjour. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs d'Eden TV. Et de Diaspora FM. Oui. Et les auditeurs de Diaspora FM. Oui. Voilà, je commence par vous. Bientôt 2 ans que le président Patrice Talon, bon pas bientôt, ça fait exactement 2 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir. De nombreuses actions ont été menées dans maints domaines, agriculture, sécurité, éducation, notamment c'est l'éducation qui nous intéresse. Dans ce domaine, vous en tant qu'enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, quel regard de façon globale portez-vous sur les activités qu'il a menées avec son équipe dans le domaine de l'éducation? Merci beaucoup. En termes d'éducation, il faut reconnaître que l'université, c'est un établissement public national qui a en charge la gestion des flux des étudiants en termes d'accueil et d'inscription. Mais aussi, c'est un établissement qui a en charge d'apprendre, qui a un engagement d'apprendre aux jeunes le don de soi à la communauté, aussi le volontariat, et puis la création d'entreprises par les diplômés. En termes de bilan, d'un regard gyroscopique, il faut considérer que il faut constater ce qui est. Ce qui est, c'est que depuis un moment, il n'y a que les grèves. Cela pose de fait d'office que le diagnostic est probant. Il y a surtout beaucoup de problèmes. Il faut considérer que depuis que ce gouvernement est arrivé, a été installé au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, il faut considérer qu'il y a eu, premièrement, la restructuration. Il faut retenir la restructuration. Il y avait 7 universités qui ont été créées entre 2013 et 2015. Avec ce nouveau gouvernement et le ministre de l'Enseignement supérieur, le nombre a été réduit à 4. Et d'une certaine manière, les centres universitaires qui ont été fermés et qui ont été répartis sur les 4 universités ont apporté une surcharge d'effectifs. Ce qui fait que, par exemple, à Parakou, les centres universitaires les étudiants qui ont été regroupés sur ces sites constituent une population qui dépasse les infrastructures existantes. Il en est de même aussi à Abomey-Calavi. Et donc, il faut dire qu'il y a véritablement un problème d'infrastructures, inadéquation des infrastructures, il y a la surcharge, et puis quelque peu, il faut retenir que en termes d'encadrement, puisque au niveau du système LMD, il y a un quota d'étudiants pour un certain nombre d'enseignants. Aujourd'hui, ce quota n'est pas respecté. Ce qui voudrait dire qu'il y a un manque criard d'assistants. Il faut un recrutement d'assistants et le gouvernement n'est pas prêt à suivre l'université dans ce sens. Et cela fait justement l'objet des négociations que l'intersyndicale des universités nationales du Bénin a engagées avec l'autorité. Et donc il faut dire aujourd'hui que l'enseignant meurt debout, vivant. Nous sommes vivants, mais nous mourons tout doucement parce que la surcharge du travail est énorme.
Et nous demandons à ce qu'il y ait de recrutement, mais il semble que les autorités n'ont pas une juste appréciation de la nécessité de respecter les normes du CAMES. Et ça fait partie des situations que nous vivons sur les campus. De l'autre côté, vous voyez, avec l'arrivée de ce gouvernement, il y a eu comme une phobie de concentrer les flux financiers de manière à ce que on nous a amené à vivre ce qu'on appelle la bancarisation des paiements. Et aujourd'hui, nous sommes dans un flou terrible parce que nos primes, on ne sait pas si on les a ou on ne les a pas. Et véritablement, nous sommes fragilisés. Psychologiquement, l'enseignant est fragilisé parce que dans ses habitudes, on a introduit des situations de gestion qui, en fait, n'appellent pas sa coopération. Bon, je vais finir aussi par dire que il y a d'autres situations que l'intersyndical gère. Mais en gros, je me suis laissé à demander à quelqu'un le bilan. Il m'a dit, mais bilan, est-ce qu'il y a un bilan? En 2 ans, on ne parle que de réformes. Et pour le moment, dans l'enseignement supérieur, nous subissons en fait, nous, les charges qui sont les nôtres pour remplir nos cahiers de charges. Et il faut rappeler aussi que l'enseignant, vous savez, lorsque nous ne sommes pas en train d'enseigner, nous sommes en train de faire la recherche. Et de par cette situation de négociation avec l'autorité, il semble que on se demande si ceux qui nous gèrent connaissent véritablement le vécu de l'enseignant. Parce qu'on veut nous faire rentrer dans une certaine manière de gérer ou de vivre qui ne répond pas effectivement à notre qualité d'enseignant-chercheur. Voilà autant de situations qui existent. Et aujourd'hui, bon, en termes de bilan, c'est plutôt la morosité. Si ce n'est pas la recherche, nous désespérions d'être enseignants. Heureusement que la recherche constitue une bouffée d'oxygène qui nous permet en fait de tenir par rapport à ce sacerdoce que nous exerçons, et nous espérons bien que le gouvernement revienne à de meilleurs sentiments pour restituer aux travailleurs que nous sommes notre dû. Sogba, vous avez bien fait de commencer par parler de l'enseignement supérieur. C'est normal puisque vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Cala. Le tableau, il est noir pour ce bilan à mi-parcours. Vous avez parlé de la dématérialisation qui devrait permettre aux enseignants d'avoir sa fiche de paye à temps. Mais pour vous, vous estimez que ça crée un autre problème psychologique au sein de l'équipe. Vous avez parlé de la fermeture de certaines universités, mais l'argumentaire avancé par l'autorité en son temps, c'est qu'il y avait certaines universités qui étaient construites avec des élans politiques, mais qui ne servaient à rien à un moment donné. Donc il fallait faire cette réforme-là pour réorganiser un peu le secteur. Vous, Cyriaque Dekeno, vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Émergence Info, au plan universitaire, qu'est-ce qui a été fait de bon, puisque en face de vous, l'enseignant a peint le tableau en noir? Oui, bon, pour avoir écouté le professeur, j'ai pu lire quand même, disons, toute la peine quand même avec laquelle il a pu faire ce bilan-là. Vous voyez, et ce sont eux qui sont au four et au moulin. Et je crois que, est-ce qu'il y a véritablement, disons, un bilan à faire? Peut-être qu'on parlera peut-être de bilan à mi-parcours. Vous voyez, parce que le gouvernement du président Patrice Talon a plus mis l'accent sur les réformes. Et quand on parle des réformes, c'est vrai que si ce ne sont pas des réformes qui sont bien mûries, que si ce ne sont pas des réformes qui, avant d'être appliquées sur le terrain,
et n'ont pas pris en compte les vrais acteurs que sont les enseignants, que cela pourrait poser de problèmes. Mais moi, personnellement, pour ma part, je crois que la réussite du gouvernement, c'est dans le cadre de l'organisation des examens nationaux. Vous voyez, et ces examens pour lesquels il y a eu... parler des examens de licence et de master. De licence et de master sur le plan national, ayant impliqué plus les universités privées pour répondre à ce que le gouvernement voulait, c'est-à-dire quoi? Délivrer des diplômes qui sont reconnus par l'État béninois et éviter à ce que quand même des universités qui n'étaient pas autorisées délivrent des diplômes. Je crois que sur ce plan, le gouvernement a réussi. Maintenant, dans le cadre universitaire, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire si ce n'est que les mouvements de grève et puis les tensions répétées entre les étudiants et puis le rectorat sont quand même des choses qui avilissent les efforts du gouvernement. Vous voyez. Maintenant, le professeur a parlé tout à l'heure de la restructuration de la carte universitaire. Je crois que sur ce point, il a posé un problème fondamental parce que avant les choses ont été faites plutôt dans un souci de pouvoir peut-être de pouvoir répondre aux désirs de certains parents qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir déplacer leurs élèves, peut-être de Nati Tengou, leurs étudiants de Nati Tengou pour Cotonou pour aller à l'université. Je crois que c'est dans cette vision que les choses avaient été faites. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue le caractère politique de ces universités qui avaient été créées. Des universités qui, véritablement, n'avaient pas les moyens qu'il faut, n'avaient pas les enseignants qu'il faut, encore qu'on était dans un contexte où, quand même, Dieu sait qu'on manquait d'enseignants. Et un enseignant peut délivrer peut-être les cours à Bomé-Calavi et serait obligé le lendemain de prendre le taxi pour se rendre peut-être à Nati Tengou pour aller délivrer des cours. Donc, je crois qu'il y a un souci de rationalisation. Et même si aujourd'hui, quand même, disons, le but visé en faisant cette restructuration, que cet objectif n'est pas encore atteint, moi, j'inviterais plutôt le gouvernement à plus impliquer les acteurs parce que les enseignants, ils sont les mieux outillés. Il ne suffit pas de rester peut-être dans les 4 murs d'un ministère pour pouvoir penser et vouloir appliquer les réformes. Non. Les enseignants souffrent beaucoup sur le terrain. Il faut plus les impliquer. Et s'il y a possibilité de pouvoir augmenter leur effectif, je crois que le gouvernement ferait mieux d'aller en ce sens. Si moi, je dois parler en termes de bilan, j'aimerais beaucoup plus aller au niveau de l'enseignement maternel et primaire. On reviendra sur, en tout cas, on va parler de bilan mi-parcours au niveau des 3 ordres de l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Vous parliez tout à l'heure de cette réforme. En temps normal, ce n'est pas une réforme, c'est la réorganisation un peu du travail au niveau de l'enseignement privé dans notre pays. Est-ce que ça c'est vraiment une réussite? Vous, en tant qu'enseignant à l'université, est-ce que ça a corrigé les dysfonctionnements relevés pour ce premier essai, relevés par le gouvernement? L'organisation des examens de licence et de master. Oui, dans ce domaine, évidemment, il y avait des zones de clarté, d'obscurité. Et c'était bien aussi que des normes soient assises et que les initiateurs de l'enseignement privé, les animateurs et les investisseurs dans ce domaine soient ramenés au pas. Mais quelque peu, il y a cette injustice aussi quand même que certains continuent de ne pas digérer, qui est d'imposer justement le concours. Parce qu'à ce niveau, il y a comme 2 poids, 2 mesures. Les licenciés des universités publiques qui ne passent pas de concours et puis ceux de l'enseignement privé qui sont astreints à cela. Il y a ces situations. Et donc, il faut capitaliser les expériences et avec le temps ramener les normes à quantité d'équité. Ça, il faut, bien sûr, c'est un travail qui devait suivre, ça a été fait.
Mais de l'autre côté, si nous prenons la rationalisation des universités telles que ça a été dit, en fait, il faut s'interroger pour se demander si quelque peu nous rêvons d'une adéquation, d'une articulation de la formation universitaire à l'utilisation de ces ressources pour produire de la plus-value. Il faut remarquer que, et si vous avez suivi, je me rappelle ce discours de la ministre de l'Enseignement supérieur, l'objectif c'est de faire du Bénin le quartier latin comme en temps, comme auparavant. Et moi, ça m'a fait sourire. Et c'est du déjà vu, du déjà passé. Aujourd'hui, en fait, la problématique au niveau de l'enseignement supérieur devrait être d'articuler l'université à la production de biens économiques, à la fabrication technologique. Et cela manque. La réforme est politique parce que la politique est un instrument au service du développement. Et bien que certaines réformes du temps du président Yahi aient été décriées, mais il faut considérer que l'implantation d'un centre universitaire dans une zone, dans une région, crée une catharsis de l'entrepreneuriat et donc constitue un palier de créativité et d'investissement économique. Et c'est ainsi partout. L'université nourrit l'entrepreneuriat. Une université dans une zone, pas un coup de tête ou bien pour faire plaisir aux autorités oui, bien locales sûr, bien, région. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas coup de tête parce que le ministre d'antan, quand même, c'était un universitaire qui a osé certaines choses. Bien sûr qu'il y avait quelques velléités politiques dans le sens de ne pas être, comment il va dire, de ne pas être véritablement au service de la communauté, de vouloir en profiter. Mais il faut oser, il faut initier, il faut être créatif. Et c'est ce qui manque parce que la léthargie d'aujourd'hui nous fait voir du surplace. Il faut dire, bon, vous voyez à l'université, les mémoires que les étudiants soutiennent, les résultats ne sont pas exploités. L'État ignore royalement les travaux de recherche qui sont faits par les étudiants. Et qui vont sur le terrain, qui reviennent. Il n'y a pas une direction d'exploitation de ces résultats. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme si l'enseignement universitaire est comme, je ne sais pas, c'est comme s'il n'y a pas une fonction qui a été reconnue. Et ça ne date pas de ce gouvernement. Mais d'une certaine manière, puisque nous sommes dans les réformes, il faut oser, puisqu'il s'agit de produire de la plus-value. Donc, il faut aiguiller l'enseignement, comme ça se fait ailleurs, au niveau des ministères. Il faut les associer aux recherches qui se font, à l'expertise, etc. Si tant est-il que le Bénin est comme un vide de compétences, quand même, les ressources humaines sont là. Et il faut les utiliser à résoudre les situations que vivent les populations, et c'est cela, la rentabilisation de l'ingénierie. Et cela manque. Cela manque et cela fait de l'enseignant peut-être un marginalisé. Alors que, et vous savez que l'enseignant a été comparé, le travail de l'enseignant quelque part a été comparé au travail du zémidian. Et qu'on a trouvé que le zémidian se débrouille mieux que l'enseignant. Mais qui a fait cette comparaison? Moi, on va pas chercher le trait du chiot, toujours à l'université d'Aboubé Calavi, le docteur Raymond Assogba, il y a quand même, le gouvernement a pensé, vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes plus étudiant, à la mensualisation des bourses. Et ça, c'est quand même un effort alloué. Exactement, parce que c'est que je voudrais surtout aborder ce sujet parce qu'il y a actuellement au niveau des bourses et allocations universitaires ce système de mensualisation et qui permet également maintenant aux étudiants de pouvoir percevoir à la fin de chaque mois quand même c'est qu'une partie de leur bourse, si par exemple la bourse elle est de 360 000 francs CFA au cours de l'année,
même si le souhait, c'est que la bourse soit véritablement revalorisée. Et il faut remarquer qu'elle est subdivisée sur les 12 mois, ce qui permet à la fin de chaque mois aux étudiants de pouvoir avoir ces soucis. Non, auparavant, ce qui se faisait, et je prends par exemple, lorsque nous on était encore sur le campus, ce n'était qu'en fin d'année qu'on allait pour prendre nos allocations. Et avec quelles difficultés? C'était la croix et la bannière, ce n'était pas facile. Donc c'est que vous vous endettez, vous finissez toute l'année où les professeurs nous exigeaient des polycopes et autres, là où on manquait cruellement de moyens. Et c'était maintenant, quand on se retrouve maintenant en vacances, qu'on allait prendre ces sous. Et les sous ne servaient presque à rien, puisqu'on les prenait pour pouvoir payer les dettes. Vous voyez, maintenant, ici, maintenant, dans ce contexte, à la fin de chaque mois, vous allez à la banque, vous percevez, l'argent est directement viré dans votre compte, vous percevez, même si c'est 30 000 ou 40 000, quand vous prenez ça, vous êtes au moins en mesure de pouvoir quand même, disons, gérer le quotidien jusqu'à la fin du prochain mois. Là, ça permet véritablement de pouvoir étudier comme il faut, même si aujourd'hui, le souhait, c'est que les allocations universitaires soient revues. Il faut véritablement que dans ce contexte économique où tout coûte cher, que tout soit revu afin que les uns et les autres, surtout les étudiants puissent quand même avoir les conditions financières qu'il faut pour pouvoir étudier et également aussi entreprendre. En attendant, il est quand même important de saluer cette mensualisation. Vous reconnaissez cela? Bien sûr, il faut saluer la mensualisation et dire qu'il faut aller au-delà, dans le sens où l'étudiant était cantonné à une vie de docker. On créait plus de psychose à son niveau que de le percevoir comme une intelligence qui est censée devenir un potentiel fabricant de technologies pour le pays. Et donc je pense qu'il faut aller au-delà parce que, et puis aussi au niveau des franchises universitaires, il faut sortir de cette bancarisation de la liberté sur le campus. Parce que vous voyez dans les autres pays du monde, vous ne voyez plus les étudiants être traités comme ça, comme des rats à déterrer. Quand moi je passe et que je vois les policiers, les militaires sur les campus, c'est un peu comme si nous sommes dans un univers de science-fiction. Je pense que les étudiants, ils sont là pour apprendre la liberté. Et sans la liberté, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'enseignement. Alors, à partir de ce moment, il faut les amener à comprendre que nous ne sommes plus au temps du parti unique. Parce que c'est au temps du parti unique qu'il fallait justement la violence. Parce que c'était la pensée de l'homme unique, dans un système unique. Mais aujourd'hui, il y a la Constitution du 11 décembre 1990 qui a libéré la parole, qui a accordé la liberté d'expression, d'association. C'est cette donne-là qu'il faut aujourd'hui mettre dans des tests pour former les étudiants à une vie syndicale qui échappe à la violence. Et c'est cela. Bon, le nouveau recteur qui est là les a souvent interpellés pour leur dire qu'il faut dialoguer, ce n'est pas faire le sourd. Et à ce niveau, donc, il y a ce travail à faire au niveau des libertés, des franchises universitaires, de la liberté syndicale. Il faut qu'on sorte de ce que nous voyons là. Le monde, nous sommes au 3e millénaire. Et vous voyez que l'enfant est à la maison, il a tout sur sa toile, il a tout sur son portable. Et donc, je pense qu'on peut faire mieux et amener la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui va gérer le pays demain. Ça, c'est parce qu'on a géré cette jeunesse comme ça avant que les gens pensent qu'il faut forcément aller par la violence. Il y a ce travail-là à faire. Et surtout à reconsidérer la jeunesse. Il n'y a pas un rêve pour la jeunesse béninoise. Et c'est justement en parlant de cette reconsidération de la jeunesse que le gouvernement a entrepris une série de réformes au niveau des 3 ordres de l'enseignement. Il y a eu tellement d'activités, il y a pas de cantines scolaires et autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Oui, bon, je crois que la réforme au niveau des cantines scolaires constitue quand même, Dieu sait que, l'une des prouesses du gouvernement dans
le secteur de l'éducation. Et vous savez pourquoi? Parce qu'auparavant, il y avait à peu près 1575, je crois, écoles qui étaient enregistrées pour bénéficier de ce projet de cantine scolaire. Et la subvention annuelle était de 1 milliard de francs CFA. Mais dès l'arrivée de ce gouvernement, ça fait partie quand même de ce que des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Et nous sommes passés de 1 milliard de subventions annuelles à 7 milliards de subventions. Et ça concerne beaucoup plus les écoles, les établissements qui sont implantés dans les zones dites déshéritées. Vous comprenez, les zones sinistrées. Parce que on voit des enfants qui vont peut-être faire 3 à 4 km, même parfois 15 km avant d'aller à l'école. Et peut-être que les parents n'ont rien. Et ces enfants doivent faire maintenant l'aller-retour pour venir manger. Donc c'est une vision de pouvoir également aussi lutter contre la pauvreté et la faim. Et de pouvoir inciter indirectement les parents à envoyer les enfants à l'école. Parce que rien que pour les problèmes du manger, puisqu'on a décrété la gratuité de l'enseignement. Mais lorsqu'on a décrété la gratuité de l'enseignement, c'est qu'il faut que cette gratuité-là aille bien au-delà pour que dans des zones où les parents n'ont pas véritablement les moyens, que les enfants puissent être nourris convenablement. Et ce projet prend en compte des écoles qui sont situées dans des zones où il n'y a pas véritablement les moyens, où les parents n'ont pas les moyens de pouvoir quand même dire à l'enfant, tiens, il faut manger ça à midi, il faut manger ça à l'heure de pause. Donc je crois que sur ce point, le gouvernement a fait œuvre utile et nous souhaitons à ce que ce projet-là soit renforcé, d'autant plus que nous avons l'appui du programme alimentaire mondial qui également aussi vient en aide pour que ce projet-là se concrétise. Même si les mouvements de grève actuels ont fait que les choses n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Et le souhait, c'est qu'au cours des années à venir, que d'autres établissements soient pris en compte pour que le problème de la faim soit résolu. Parce que quand l'enfant a faim, l'enfant n'ira pas à l'école. L'enfant n'écoutera rien. Donc, c'est une manière quand même d'agir indirectement pour pouvoir booster l'éducation et permettre à ce que les enfants, les jeunes filles puissent aller à l'école. En dehors de cantines scolaires, il y a quand même eu également l'introduction de la langue anglaise au niveau de la maternelle et du primaire, je crois. Oui, l'introduction de la langue anglaise, de mon point de vue, ça a été une initiative qui est tombée un peu comme la soupe, les cheveux sur la soupe, parce que jusque-là, en fait, on parlait des langues nationales. On parlait des langues nationales et certaines langues nationales avaient été ciblées. Vous n'avez pas, vous, les universitaires, vous qu'on désigne comme des sachants, vous n'avez pas tranché le débat sur cette question. Même l'alphabet qu'on doit utiliser pour introduire les langues, en tout cas les langues sélectionnées dans l'éducation, n'a pas été validé, adopté. Voilà, il y a plusieurs camps. Et vous savez mieux que moi de quoi on parle. C'est cela aussi. C'est une question d'autonomie de la pensée et de politique développementaliste. Nous avons assez de spécialistes aujourd'hui pour résoudre la question. D'accord? Moi-même qui suis ici, je suis inscrit au cours d'alphabétisation dans ma langue. Et qu'est-ce qui bloque alors l'évolution? Ce qui est sûr, c'est que nous avons constaté avoir introduit l'anglais va poser plus de situations que les langues nationales. Parce que l'enfant n'est intelligent qu'à partir de sa langue maternelle. Et donc, demain, cela va donner quoi? Moi, je pense que c'est un gaspillage des ressources financières. Il faudrait revenir, parce que vous voyez, c'est un peu ce qu'a dit Nana Addo du Ghana. Il faut aujourd'hui que l'éducation échappe au financement extérieur. Cela ne laisse pas la liberté à l'élite nationale d'articuler intérieurement, vous voyez un peu la normalité, excusez-moi, la normalité d'articulation des
des structures pour un développement cohérent et adapté. Et lorsque le financement vient de l'extérieur, même pour le programme alimentaire mondial, etc., est-ce qu'on va parler de pauvreté, etc.? Non, il s'agit d'une réarticulation en termes d'objectifs, d'éducation, de préparation des enfants à exercer dans certains domaines de créativité. Et ce n'est pas en anglais que nous le ferons. Vous savez, mieux que moi, que les meilleurs documents de sciences sont rédigés en anglais. C'est un avantage quand même pour les enfants de comprendre également cette langue pour faire face aux défis de développement. Êtes-vous de l'avis du professeur? Je ne partage pas le point de vue du professeur. Vous savez, moi, j'ai pu retenir au cours de ces 12 dernières années, en voyant le régime du Dr Boni Yayi passer et en voyant quand même que les débuts du régime du président Patrice Talon, que le problème du Béninois, c'est le Béninois lui-même. Vous savez, surtout dans le secteur de l'éducation, c'est que lorsqu'il y a une réforme en cours, vous avez des courants. Vous voyez, je me rappelle très bien des efforts fournis par le professeur Gbeyonvi, qui était le tout premier ministre de l'alphabétisation. De l'alphabétisation du Dr Boni Yayi en 2006. Il avait fourni les efforts. Mais au même moment, il y avait un bloc d'enseignants qui trouvaient qu'il fallait forcément à ce qu'on commence par l'anglais parce qu'il n'y a pas de consensus autour de la langue qu'il faut introduire. Vous comprenez? Et ce sont quand même, disons, c'est que des courants qui ont fait échouer ce projet finalement cette belle réforme et qui était envisagée a été mise de côté parce que d'autres disaient que non, il faut commencer par le fond, d'autres disaient qu'il faut le fond et le nago, ainsi de suite. Et les questions politiques, les questions de considération politique sont rentrées dedans. Ce projet-là a échoué. Moi, je crois plutôt que il faut commencer quelque part. Lorsque nous serons toujours pessimistes ou bien lorsque nous aurons toujours quand même, c'est que ce regard qui critique plus dans le mauvais sens qu'un regard quand même, c'est que qui encourage mais qui dit mais, je crois que nous n'allons pas évoluer. Parce que l'anglais aujourd'hui, quoi que l'on dise, l'anglais constitue la première langue au monde. Et lorsque nous commençons par apprendre aux enfants la langue anglaise depuis le bas âge, je crois que nous sommes en train de gagner. Parce que le professeur a parlé tout à l'heure de la recherche. Et le professeur, il fut mon professeur de biologie, en sociologie. Et qu'est-ce qu'il nous apprenait? C'était eux qui nous disaient, vous avez l'obligation de comprendre la langue anglaise parce qu'en matière de recherche, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ne pouvez pas être un bon scientifique. Je me rappelle très bien, c'était... C'est pour ça que je disais tout à l'heure... C'est pour ça que je disais que... Donc, dans ce que tu as dit là... C'est pourquoi moi je dis une chose. Même si aujourd'hui, quand même, c'est que la réforme n'a pas encore pris tel qu'on l'aurait souhaité, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement parce que lorsque l'on prend le courage d'introduire quand même la langue anglaise dans l'enseignement maternel et primaire, je crois que c'est une réforme à saluer. Bon, je vais te poser une question. Ouais. Du moment que ce gouvernement qui introduit les réformes ne respecte pas la Constitution, tu penses que c'est en anglais qu'il faut... Non, ça c'est un autre débat. Le français même déjà n'est pas encore... Je suis le seul à poser des questions. Monsieur le professeur, nous sommes dans un autre débat ici. Moi, je ne rentre pas dans les considérations politiques. Moi, je veux faire plutôt un débat objectif. Un débat objectif. Moi, c'est que s'il s'agit de parler des questions juridiques et des questions de respect de la Constitution, nous allons faire ce débat autrement. Mais dans le secteur de l'enseignement, oui, mais dans le secteur de l'enseignement, la langue anglaise est la première langue actuellement au monde. C'est une convention. Et quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui? Très souvent, nous avons cette coutume-là de parler de ce que nous avons le géant du Nigeria à côté et que si nous voulons quand même, Dieu sait que profiter des opportunités que le Nigeria nous offre, que le Bénin quand même, Dieu sait que va quitter la pauvreté dans laquelle il végète. Vous comprenez, les Nigériens, ils parlent quelle langue? Le Yoruba. Non, professeur, il parle quelle langue? À l'international. À l'international. Si notre désir, c'est d'avoir de vrais scientifiques. Parce que moi, je ne voudrais pas que ce que nous encourageons hier
que nous nous empêchons de continuer pas à encourager cela aujourd'hui, peut-être parce que nous ne partageons pas la vision d'un gouvernement ou bien c'est que la vision, on va recentrer le débat. La vision d'un ministre. Monsieur Raymond Assogba, vous savez mieux que quiconque que pour avoir accès aujourd'hui aux institutions onusiennes, en tout cas lors des recrutements et tout, si vous ne comprenez pas anglais, vous êtes d'office disqualifié. USAID, EPUNU, de ONU et tout ça. On reproche généralement au Bénin d'être très absent au sein de ces institutions. Et le problème, bien entendu, l'un des problèmes, c'est bien la non-maîtrise de cette langue. Et un dernier cas, pour le cas du pays de Paul Kagame, qui a tourné dos, pas définitivement, en tout cas qui s'est introduit dans le Commonwealth. Mais aujourd'hui, ce pays-là est cité en exemple au plan international. N'est-ce pas un avantage pour nous aujourd'hui d'accueillir cette réforme? Oui, vous avez abordé cette situation. Il faut considérer que la question de la langue est le reflet d'une convention. D'accord? D'abord d'une convention. Ensuite, lorsque vous prenez l'Afrique de l'Ouest, tout ce que vous avez cité, quand nos cadres vont dans ces institutions, c'est pour faire œuvre de figuration. Le président Soglo a travaillé à la Banque mondiale. Et il a fait peu de figuration à la Banque mondiale. Attends, vous prenez Biachane qui est là, qui travaille. Mais regardez la situation du Bénin et la manière dont le cadre de concertation au niveau des négociations est mené. Quand vous prenez tout ça, il faut revenir justement aujourd'hui parce que nous avons les droits de l'homme et la liberté, les droits de l'homme. Et donc, il faut d'abord assumer la liberté de sa culture. Et par rapport à ça, vous allez considérer qu'il faut descendre au niveau des aires culturelles. En descendant au niveau des aires culturelles, vous allez découvrir qu'en développant nos langues nationales, nous allons plus créer de l'élimination économique. Parce que quand vous prenez et le Bénin, la partie de l'Est jusqu'au Nord, c'est surtout le Yoruba et le Dindi. Quand vous prenez la partie de l'Ouest, vous aurez les langues Adja et toutes les autres que nous partageons avec le Togo. Ce travail a été fait. Et c'est pourquoi, par exemple, moi je ne parle pas en termes d'hommes, je ne parle pas en termes d'hommes, je parle en termes de prise de l'initiative historique. Il faut qu'aujourd'hui, dans ce millénaire, nous prenions l'initiative historique. Celui qui était passé, il avait bien ciblé les routes qui ne seraient plus seulement verticales, mais horizontales, pour relier par exemple au nord, le Nigeria, au Ghana ou bien au Togo, etc., pour que les produits vivriers puissent circuler. C'était déjà bien parti, d'accord? Donc je pense que en suivant l'anglais, le français, avec le CFA. Vous connaissez tous les débats sur le CFA. Non, suivez. Vous connaissez tous les débats. Nous ne dépendons pas. Il faut suivre. Parce que au niveau de la recherche, la recherche se fait d'abord dans les langues culturelles. D'accord? Dans les langues culturelles, avant maintenant qu'on ne puisse traduire pour l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de rentabilisation de ce patrimoine que nous avons. Et ce n'est pas en anglais ou en français, parce que les Anglais et les Français réfléchissent par rapport à la puissance anglaise et à la puissance française. Aujourd'hui, nous avons la CEDEAO, nous avons l'UEMOA. Vous pensez que c'est en termes de français et d'anglais? Non. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais justement, vous avez parlé qu'il faut... Je ne parle pas d'homme en termes de régime, non. À ce niveau... Ce travail de base a été fait, mais c'est ça on est en train de dire. Il faut rentabiliser maintenant. Mais pourquoi les sachants, c'est vrai que je n'aime pas trop le thème, parce qu'il n'y a pas d'ignorant aussi, mais pourquoi les universités ne s'accordent pas sur ce qui est fait? Parce qu'on a retenu le fond pour une zone, et le Yoruba, en tout cas une série de langues, et puis on n'a jamais réussi à l'introduire. Pourquoi les Yoruba ou l'élite? L'élite, parce que... Problème d'argent. Non, c'est pas problème d'avantage. Oui. Problème d'ego, parfois. Maintenant, quand on n'a pas réussi à introduire à faire aboutir cette réforme, mais souffrons que l'anglais fasse quand même son non, c'est un peu comme si on recherche une autre colonisation. Non, parce que déjà, c'est ce que j'ai dit. Application pratique. On va conclure. Le français. Parce que les textes que nous avons, nous ne les respectons pas. C'est pas en anglais qu'il faut ce que je dis personnellement pour ma part, c'est vrai. Je ne suis pas contre
Je ne suis pas contre l'introduction des langues nationales. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, oui, je veux conclure. En 30 secondes. Oui, ok, au fait, je veux conclure. Je ne suis pas contre l'introduction des langues nationales. Non, loin de là. Mais du moment où, quand même, disons, c'est que le courage d'introduire l'anglais, ce courage-là, que ce gouvernement a eu ça, alors, disons, bravo. Le souhait, c'est que d'ici quand même 2 ans, d'ici quand même 3 ans, qu'on puisse quand même, disons, c'est que dire peut-être que, ok, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer. Le fon et le nago, ou bien le fon et le yoruba, sont 2 langues nationales reconnues qu'on va commencer par enseigner. Parce qu'auparavant, le gouvernement précédent n'avait pas eu le courage d'entamer. Pourquoi? À cause quand même, c'est que des universitaires qui ne s'accordaient pas et de certaines considérations politiques. Même s'il faut reconnaître que le docteur Bourdiaï, au début, avait fait les efforts. Mais malheureusement, nos intellectuels ont tout bloqué. Merci à vous. Vous avez parlé de fond Yoruba, vous parlez de Dendi pour les régions du Nord. Monsieur le professeur, on va conclure sur ce sujet. Le bilan à mi-parcours à mi-parcours, en 30 secondes. Non, tout simplement, je pense que la situation même, elle est éducative. Parce que nous sommes dans une société bloquée. Et il ne s'agit plus d'un gouvernement de rupture, mais il s'agit surtout d'une société qui est en train de chercher ses repères. Et dans ce domaine, je pense que on gouverne pour les hommes, par les hommes. Et en cela, je pense que nous ne sommes pas des sous-miens. Nous sommes des intelligences qui sommes outillées et avons reçu un mandat pour faire le bonheur des hommes. Je pense que dans ce domaine, il faut chercher à connaître la vie des éducateurs. Les éducateurs qui exercent un sacerdoce et qui, depuis des années, attendent ils attendent une forme de reconnaissance de leur situation. Et par rapport à ça, l'État a le devoir justement de ramener le baromètre à un niveau vivable pour que la société puisse continuer de vivre et d'espérer beaucoup plus pour demain. Merci Raoult. C'était l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. On s'intéressait donc au thème 2 ans du régime Talon, la tête du Bénin, le bilan dans le secteur éducatif. Je recevais pour vous aussi Réa Kadekenon, les journalistes, directeur de publication du quotidien Émergence Info et Dr Raymond Assogba, enseignant à l'université d'Abomey, Calavi.